Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ou démontrer l'intérêt que peut revêtir un HDR. On en voit beaucoup, ils sont souvent très saturés, très 3D, très décriés, et pourtant je vais vous montrer que le HDR a une véritable utilité, une véritable finalité, et qu'on peut faire des images très propres en HDR sans que ça se voit. D'ailleurs, on dit souvent, un bon HDR ne se voit pas. Pour notre exemple aujourd'hui, je vais utiliser une photo que j'ai faite il y a une petite année et que je vais vous montrer en preview ici. Voilà, qui est une image de pose longue que j'ai faite dans les Côtes d'Armor, à Bénic, où nous avons une composition assez minimaliste avec un rocher, un bout de plage, un effet très smoothie lié au filtre gris que j'ai utilisé. On est donc sur de la pose longue. Et un ciel extrêmement lumineux dans lequel j'ai absolument aucune matière. Ça, c'est mon RAW de base. J'ai fait plusieurs images de cette photo à différentes expositions sans bouger mon capteur. Et quand je l'ai sous-exposé, j'ai bien évidemment récupéré mes hautes lumières sur mon RAW et naturellement mon rocher s'est bouché. Donc si je voulais exploiter ou cette photo ou la précédente, je ne pourrais pas obtenir à la fois un ciel avec de la densité et de la matière et un rocher parfaitement éclairé. Le HDR va me permettre de récupérer tout ça et d'obtenir à la finale cette image qui, comme vous pouvez le constater, ne ressemble pas à du HDR violent. Il n'y a pas trop de saturation, on a une image parfaitement équilibrée dans laquelle on tourne de nouveau, on reste dedans avec une zone bien lumineuse qui concentre notre œil et de la matière un peu partout. Voilà le programme de ce matin. Je vais essayer de raccourcir au maximum les étapes car Google, YouTube ne me permet pas de faire plus de 15 minutes. Il est possible qu'on soit obligé de le faire en deux parties. Allez, lançons-nous dans le HDR. Alors, je vous l'ai dit, un HDR se justifie par des conditions de lumière et non pas par un rendu particulier qu'on veut lui donner. Le rendu qu'en général les gens n'aiment pas dans le HDR s'appelle le tone mapping, c'est une étape et je vais vous montrer qu'on peut effectivement en abuser et faire des images absolument vomitives comme on peut en faire des très belles images. Le HDR se justifie uniquement par des écarts de lumière. Si je mesure les lumières ici sur ces rochers et que je mesure les lumières dans le ciel, j'ai des écarts de lumière qui dépassent 5 diaphragmes. Nos appareils actuellement savent à peu près en gérer 3. C'est-à-dire que sur une image où on aurait des écarts de lumière que de 3, le HDR ne se justifierait pas. En l'occurrence, ici, on a des écarts de lumière entre ces zones très sombres et ces zones extrêmement lumineuses qui dépassent les 5 diaphragmes. Et pour ça, et pour faire un bon HDR, on va déjà commencer par une bonne prise de vue, c'est-à-dire que je vais réaliser une série d'images, si possible en restant extrêmement fixe, voilà, à différents degrés d'exposition. Je vais donc aller du plus clair, ce qui va me permettre de récupérer ici toutes les informations sur cette zone très sombre, au plus sombre, pour récupérer les informations dans le ciel. Et je vais demander simplement au logiciel de HDR de m'uniformiser tout ça. C'est uniquement ce à quoi sert le HDR. Donc, moyenner les lumières sans perdre l'information couleur, voire même récupérer des informations couleur que nos capteurs ne nous permettent pas d'identifier, alors que paradoxalement, votre œil les a vus. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que le HDR est très proche de la vue naturelle, puisque notre œil, lui, est capable de s'acclimater à beaucoup plus que 5 diaphes. Pour aller rapidement dans la technique, je vais utiliser ce matin deux logiciels, puisqu'un HDR se fait en deux étapes. La première, c'est d'utiliser un logiciel d'HDR et je vais utiliser Photomatix Pro, qui est à mon sens le plus abouti, le plus performant, et je vous le montrerai en détail tout à l'heure. Et un deuxième logiciel de post-traitement de l'image, car un bon HDR se retraite exactement comme une image normale, avec Capture MX2, dont je vous ai déjà vanté les louanges, et surtout parce que je le maîtrise très bien. Pour faire un bon HDR, on n'utilise pas des RAW, même si Photomatix nous permet
de faire des HDR depuis des RAW, je vous le déconseille vivement, pour une raison assez simple, c'est que l'utilisation de Photomatix avec des RAW ne va pas tenir compte de certains pré-réglages, notamment tout ce qui est accentuation ou réduction des aberrations chromatiques. Alors, pour accélérer un petit peu mon tutoriel, j'ai déjà transformé tous mes fichiers en TIFF 16 bits, et ils ne comportent donc plus aucune aberration chromatique. Et ils ont une balance des blancs absolument correcte, et je vais simplement me contenter d'utiliser ces fichiers TIFF qui seront beaucoup plus performants à la fin. Photomatix, on va lui demander donc de charger les photos braquettées. C'est le terme braquetté, ça veut dire qu'on a exposé la même scène à différents degrés d'exposition. Je vais aller récupérer mes TIFF. Je vais valider. Alors, ici vous avez un module d'alignement de l'image source. En l'occurrence, j'étais sur pied, j'ai pas bougé, je n'ai pas besoin d'aligner mes images, elles sont déjà parfaitement alignées. Néanmoins, c'est relativement redoutable comme outil, notamment sur la dernière version de Photomatix. Effacer les images fantômes, j'ai personne qui s'est baladé dans ma scène. En mode automatique, avec la détection très élevée, c'est également relativement impressionnant. Réduire le bruit, pas besoin sur ces images-là. J'ai des images sources qui n'en comportent absolument pas puisque j'étais très très bas en ISO. Et réduire les aberrations chromatiques, je vous invite à toujours cocher cette option car le HDR a malheureusement la fâcheuse tendance à les augmenter. Même si je les ai déjà réduits sur les fichiers sources, je vous invite à de nouveau lui demander d'en réduire une partie. Et je vais donc lancer le pré-traitement. Comme vous pouvez le constater, c'est que du calcul. Il va donc m'assembler les 4 images en une seule et me fabriquer une image HDR qui est totalement pas regardable par notre écran, qui est totalement inexploitable en tant que telle. Elle comporte tellement de couches que mon écran ne sait pas la lire. Et a priori, on pourrait se dire, ben oui, il y a de la matière, il y a des zones cramées, ici on a des zones bouchées, ce HDR ne présente pas grand intérêt. Eh bien, détrompez-vous, c'est simplement que ce fichier ne peut pas être affiché sur nos écrans, et que ce qu'on envoie là n'est absolument pas exploitable en tant que tel. Il va donc falloir réduire le fichier et le moyenner via l'outil Tone Mapping. C'est en général cet outil que les gens utilisent à tort et à travers et donne de mauvais HDR. Nous allons donc passer dans ce module. Alors, nous allons passer donc dans le module Tone Mapping. Et comme vous pouvez le constater, on va avoir un aperçu de ce que donnerait le fichier HDR une fois tone mappé. Nous avons plusieurs options dans Photomatix Pro. Nous avons la partie HDR qui s'appelle le révélateur. Nous avons le compresseur qui se contente de moyenner les images et la partie fusion qui, elle, ne va s'intéresser non pas aux couleurs, mais uniquement à la partie luminosité. En d'autres termes, ça s'appelle aussi le digital blending. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur la partie révélateur et que vous voulez des images extrêmement naturelles, le module fusion est particulièrement utile. Ce matin, on va rester sur du HDR et je vais utiliser le module révélateur. Comme vous pouvez le constater, cette fois, nous avons une image qui commence à devenir un peu plus intéressante, dans le sens où, effectivement, j'ai bien récupéré de la matière, je n'ai plus de zone cramée ici, j'ai une zone totalement débouchée ici, mais un peu clairette, et on va essayer de rééquilibrer tout cela pour obtenir une image la plus naturelle possible, qu'on finira de post-traiter dans un autre logiciel. Bien évidemment, l'outil de Tone Mapping comporte énormément d'options. Je vais essayer de vous les détailler toutes plus ou moins. La première est l'intensité du HDR, c'est-à-dire que l'on peut obtenir plus ou moins de contraste avec plus ou moins de fusion des images. Moins je vais avoir de HDR et plus mon image sera naturelle. En l'occurrence, 70% me semble tout à fait acceptable. On a beaucoup de haute lumière. Si on regarde l'histogramme, on a quand même effectivement un histogramme
qui porte énormément sur les blancs. Vous avez un outil de saturation des couleurs. J'en suis pas fan. En général, ce que vous ne supportez pas, c'est quand on fait ça. Voilà, ça c'est pour moi un HDR vomitif. On a des couleurs qui n'existent pas, qui ne sont pas belles. Moi j'ai tendance à plutôt désaturer et à passer vers entre 40 et 50%. On fera la colorimétrie dans le logiciel de post-traitement. La luminosité, elle s'ajuste également. Un peu moins de lumière dans cette image s'impose de façon à récupérer une lumière un peu plus naturelle sur les rochers. Vous avez ensuite les contrastes des détails, on y reviendra dans un deuxième temps. Cet outil est extrêmement dangereux à utiliser. On va utiliser l'ajustement de l'éclairage. Là aussi, c'est purement du logiciel. Vous avez l'absence d'ajustement d'éclairage, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte du rééquilibrage des zones, jusqu'à un ajustement d'éclairage complètement modifié, qui est extrêmement dangereux si vous poussez le curseur, car en général, il crée très rapidement des halos. C'est peu visible sur cette image, mais ça en crée très vite si vous faites de l'architecture. En l'occurrence, l'ajustement d'éclairage moyen me convenait parfaitement et on va s'intéresser au contraste des détails, ce qu'on appelle les micro-contrastes, et c'est ce qui va vous donner l'aspect de relief. Pour ça, on va regarder notre image dans une dimension beaucoup plus importante. Voilà, en ce qui concerne nos rochers. Et si j'augmente le contraste des détails, vous allez voir qu'effectivement, on a obtenu une netteté avec un très léger inconvénient, c'est qu'on a rajouté du bruit un peu partout. Il faut donc en user doucement. On pourra toujours augmenter de l'accentuation par zone dans un logiciel de pré-traitement. J'ai donc tendance à pas trop rajouter de contraste des détails. On a ensuite une option lissage des hautes lumières. C'est souvent très empirique, mais je vous invite à bouger le réglage pour observer ce que ça peut donner. Ça permet effectivement d'améliorer des moyennes dans les hautes lumières. En l'occurrence, on n'a pas besoin de beaucoup ici, car comme mes sources étaient relativement bien équilibrées en termes de différences d'exposition, je n'ai pas besoin de beaucoup les lisser. Le micro-lissage permet de récupérer un lissage de l'image et donc d'enlever légèrement du bruit. Il a tendance également à éclaircir l'image. Il faut donc l'utiliser également avec parcimonie. J'en mets toujours un petit peu pour ne pas avoir trop de bruit, mais j'en abuse pas non plus. Le lissage des ombres, c'est également aussi empirique que le lissage des hautes lumières. C'est assez destructif, il convient donc d'en user avec parcimonie. En l'occurrence, là, mon image me convient bien. Elle présente des lumières équilibrées. À ce stade, je n'ai pas besoin de saturer ni les hautes lumières ni les ombres. Mon point blanc me semble tout à fait correct et mon point noir me semble tout à fait correct, puisque j'ai sur l'histogramme des niveaux sur toutes les couches. Il ne me reste donc plus qu'à traiter l'image, qui cette fois va être aplatie et devenir exploitable par notre écran. Voilà, nous avons donc obtenu une image exploitable qu'on va enregistrer. De nouveau, on va la mettre sur le bureau. Et elle est en TIFF 16 bits, c'est-à-dire j'ai une image qui comporte le plus d'informations possible. À cette étape, Photomatix, nous n'en avons plus besoin. Nous allons donc pouvoir le fermer et commencer le post-traitement de l'image.